Aulnay Podcast. La culture au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets variés autour des thèmes culturels. Bonjour à tous, aujourd'hui à Aulnay Podcast, nous recevons un monument de la chanson française, j'ai nommé Daniel Guichard en personne. Je suis content d'être dénommé monument, ça commence bien. Déjà qu'il y avait une ambiance aquatique qui me plaisait bien. Monument en plus, c'est bien. Je vous laisse continuer, pardon. Donc on vous connaît comme l'interprète de La Tendresse, Le Gitan ou encore Mon Vieux. Et donc vous êtes en concert à Aulnay le 13 avril au Théâtre Cinéma Jacques Prévert. Également avec nous, il y a Séverine Houy, la nouvelle directrice de Prévert. Donc Daniel, votre spectacle s'intitule « Si c'était à refaire ». Et est-ce que ça renvoie à des choses que dans votre vie artistique et personnelle, vous auriez voulu faire c'est la question, c'est la phrase que beaucoup de gens se disent plusieurs fois dans leur vie. Si c'était à refaire, est-ce que je ferais telle chose? Est-ce que je ferais telle connerie? Est-ce que j'irais dans telle direction? Est-ce que je ferais tel choix? Est-ce que je me marierais? Est-ce que je me marierais pas? Est-ce que je noierais les enfants avant de m'y attacher? Enfin, les choses basiques, quoi. C'est-à-dire, si c'était à refaire, il y a le côté de l'existence. Puis il y a le côté aussi des chansons, parce que les chansons, c'est aussi, si c'était à refaire, est-ce qu'on referait de la même façon? Est-ce qu'on les referait en plus sobre? Et c'est ce qui se passe, oui. Et à Aulnay, comme dans toutes les villes où vous vous produisez, il y a des gens dans le public qui vous suivent depuis vos débuts et qui sont toujours fans absolus. Certains sont pas en déambulateur, mais comme la dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit, la dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a 40 ans. Je dis, bon, alors, on se revoit dans 40 piges avec un déambulateur, on va être très chic. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début. Donc, quand j'ai commencé à faire le chanteur un peu connu, c'était en 70, c'était au siècle dernier, hein. Je vous rappelle ça tout de suite. C'était en 70 et, vous calculez, ça fait quelques années, ceux qui avaient 20 ans à l'époque en ont 70 aujourd'hui. Ceux qu'on avait 25 ou 30, ils en ont un peu plus. Mais c'est toujours touchant d'avoir des gens, des inconnus qui finissent par être connus parce qu'ils viennent avec les enfants, avec les petits-enfants et avec les arrière-petits-enfants. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, oui. Et il y en a qui reviennent, qui vous suivent dans vos tournées, qui reviennent plusieurs fois au concert. Ça arrive, moins en ce moment. Il est arrivé souvent que certaines personnes qui étaient fans prenaient un peu de leurs vacances, c'est-à-dire suivaient 5-6 spectacles, mais c'est quand même très coûteux. Et puis il y a eu plein de problèmes, l'économie, les maladies, enfin tout ce qu'on peut mettre dans la liste, oui. Et est-ce que parmi vos fans les plus fidèles, il y en a avec qui vous avez pu devenir amis? Il y a des relations qui sont quasiment amicales parce que vous pouvez pas connaître quelqu'un depuis 40 ans, 50 ans sans qu'il se passe quelque chose, quoi. Mm-hmm. Vous savez, il y avait une anecdote qui m'a touché beaucoup au début que j'étais un peu connu. Je crois que j'étais allé chanter dans le Nord pour RTL et il y avait une gamine, elle avait 13-14 ans, elle est venue, elle était incapable de me parler, elle me regardait, elle pleurait. Elle avait un cahier sur lequel elle avait collé toutes les photos qu'elle avait trouvées dans les journaux, Hockey Tendre, Salut les copains et compagnie. Et puis, je l'ai suivie sur toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée, a présenté son fiancé, puis son mari, puis ses enfants. Bon, son mari est décédé, et puis ses petits-enfants. C'est marrant, quoi. C'est comme ça, la vie. Ouais, donc il y a une continuité, voilà, vous voyez les gens grandir aussi avec ça. vous. Ça c'est le côté qui oblige à l'humilité, parce que quand vous faites partie de la mémoire collective d'une famille et que vous comptez pour des inconnus, vous êtes obligé de vous remettre un peu à la place, c'est-à-dire faut pas se la péter, quoi. Le public vous réclame toujours certaines chansons en particulier? Il réclame rien, le public. Il vient, il s'assied, et il écoute. Et on passe un moment ensemble, oui. Donc les gens vous connaissent essentiellement comme chanteur, mais c'est peut-être un peu moins connu. Vous aviez aussi participé à l'aventure des radios libres dans les années 80, en 82 même. Oui, d'ailleurs, sur la région parisienne, j'étais le seul à être resté non autorisé. Il y avait juste, je crois que c'était La Voix du Cèdre, une radio libanaise, et moi. Radio Bocal, heureux comme des poissons dans l'eau. C'était très marrant d'ailleurs parce que je faisais du français 24 heures sur 24, j'étais traité de réac comme il fallait, ça me perturbait pas plus que ça, et je suis resté pas autorisé, malgré toutes les démarches. J'ai pas été pirate pour le plaisir, ou rebelle pour le plaisir, non, c'est parce qu'il y avait des tronches dans les administrations qui avaient pas envie que j'ai une autorisation, mais ça m'a pas perturbé. Ça a duré 4 ans, Non, ça a duré plus longtemps que ça. Ça a duré de 81 à 87, 88, oui. D'accord. Et quel était l'état d'esprit qui vous animait dans cette aventure? C'était pas compliqué. Au micro, j'étais mauvais.
Donc j'ai essayé de faire animateur 2 fois et j'ai été sinistre, mais vraiment pas bon. Autant je peux être là, on fait du ping-pong tous les deux et c'est plus facile pour moi de répondre à des questions. Autant animer des émissions, c'est compliqué. Il faut avoir du talent, faut être joyeux alors qu'on est triste, faut dynamiser l'antenne alors qu'on n'a pas envie. Et puis il fallait surtout passer des chansons. Je passais à peu près 440 chansons par jour sur la radio, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui de beaucoup de radios. Et le terme de radio libre, ça renvoie à la liberté d'expression. C'est une notion qui vous tient à cœur. Hein, puisque... Oui, mais le côté liberté d'expression n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là. C'était de la musique. C'était, à part quelques radios qui avaient des thématiques de paroles où on exprimait des idées, le reste c'était de la musique, quels que soient les choix musicaux. Donc moi, il y avait de la chanson en permanence, quelles que soient les heures de la journée. On parlait pas trop, ça me gonflait un peu le blabla. D'accord. Et en fait, c'était pas une vraie radio libre parce que c'était moi le patron. Mais est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez eu l'impression d'avoir pu bénéficier d'une certaine liberté d'expression? Ah oui, non, mais on était libre complètement. Non, réellement, on était libre. Et puis petit à petit, il y a eu la haute autorité qui est arrivée. Puis après, il y a eu le CSA. Et puis je ne sais pas comment s'appellent les autorités d'aujourd'hui. On a essayé de contrôler. Chaque fois que le pouvoir politique, quel que soit le pouvoir politique, se dit c'est sympa, mais ils sont en train de dire des trucs qui nous font pas plaisir, il faut qu'ils mettent un contrôle. Et en tant que chanteur, vous avez eu l'impression de toujours pouvoir dire ce que vous vouliez? mais je faisais ce que je voulais. Et c'était quand même une époque plus marrante, quoi. Séverine, en tant que directrice de Prévert, la venue de Daniel Guichard-Aulnay, on peut dire que c'est un des temps forts de la programmation 2022-2023. Oui, bien sûr. Dans une programmation, c'est toujours important d'avoir des artistes qui ont une telle notoriété dans la France entière et qui ont été dans le cœur de plusieurs générations. C'est vrai que moi je suis d'une génération plus jeune, mais mes propres parents seront là ce soir et sont ravis de venir et de découvrir aussi Daniel Guichard. Et c'est vrai que moi aussi j'ai été bercée par moi je suis née au moment des radios libres, donc en 81. Et c'est vrai que Daniel Guichard fait partie de mon patrimoine à moi aussi. Donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir elle a eu sûrement sur la route des vacances la cassette qui tournait en boucle. J'allais le dire. Tourner, à tourner. J'ai souvent eu cette réflexion au début. Alors, j'ai eu un homme très sympa, marrant, un jour, qui m'a dit ma génération, c'était pas le style Daniel Guichard, c'était un autre style de musique, ça devait être Trust ou des trucs comme ça. Mais mon père, il mettait Guichard en boucle dans la cassette chaque fois qu'on partait en vacances et on se mangeait Guichard à l'aller, Guichard au retour. C'était un peu longuet. Et les années ayant passé, il a fini par avoir le fond des chansons qui le touchent maintenant. Alors, on avait aussi Michel Sardou, François Feldman, tout un tas d'autres personnes. Oui. Sans oublier Delpech et quelques autres. Et voilà, c'est ça, le Forestier. On en passe, donc c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est des monuments de la chanson française et on est bien heureux d'avoir dans notre programmation effectivement des personnes qui tournent aussi encore dans nos salles et qui font des zéniths d'un côté, mais aussi qui vont dans les salles de proximité et rencontrer le public de proximité dans nos lieux. Il y en a pas assez. Mais voilà, exactement. On va travailler là-dessus. Ouais. Vous êtes en contact donc avec de nombreux chanteurs connus en chanson française. Comment est-ce que ça se passe? C'est les sociétés de production qui vous contactent ou alors c'est vous qui décrochez votre téléphone et qui organisez les dates? Alors, c'est varié en fait. Soit c'est un choix personnel. Enfin, on est au courant d'une tournée qui va se faire, donc du coup, on sollicite les sociétés de production. On est rarement en contact direct avec l'artiste. On aimerait. Jamais. Voilà, quasiment jamais. Mais effectivement, ils sont managés par des sociétés de production, des tourneurs. Et donc ça, soit c'est un choix personnel parce qu'on sait que la personne va tourner et donc on se renseigne auprès de la production, soit parfois on reçoit énormément de sollicitations de différentes productions. Tous les jours je reçois 30 mails de spectacles qui tournent d'une façon générale et là on fait notre choix et la sélection est assez toujours un peu difficile parfois parce qu'on hésite à programmer un artiste plutôt qu'un autre, voilà, et c'est un équilibre aussi à trouver sur toute l'année avec des chanteurs différents pour différentes générations et d'avoir un certain équilibre tout au long de la saison. Donc voilà. Elle a tout dit, hein. Elle a tout dit. L'exception, c'est que au niveau de la production, ça se passe chez moi aussi. Oui. Directement avec mon fils qui travaille avec moi. Vous travaillez en famille? Oui, ça lui plaît bien et ça fait des années qu'on travaille ensemble. Oui.
Puisqu'on parle de programmation, il y aura bientôt un autre grand nom de la chanson française à Prévert qui est Michel Jonas. Le 13 mai, il reste des places ? Oui, il reste des places, tout à fait. C'est un grand bonhomme. Ouais. J'adore. Michel, Également. c'est un bonhomme formidable. Vous le connaissez ? Un petit peu, oui. On a pas débuté ensemble, mais on est de la même génération et on a fait quelques belles conneries sur les plateaux de radio et de télé quand on avait l'occasion, oui. Vous avez déjà chanté ensemble sur Non, le plateau, pas du tout. On a dû faire une télé il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, mais le monde a changé. Donc, il y a moins d'émissions de variété, il y a moins d'émissions de radio, moins d'émissions de télévision, donc on se rencontre moins souvent. Est-ce que ça vous manque peut-être les émissions de variété comme il en existait encore dans les années 80, 90 Non, mais ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire plus rien à voir. On va pas commencer à faire vieux cons et anciens combattants, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie. Et je crois que c'est valable aussi pour la programmation d'une salle de spectacle dans une municipalité. C'est qu'il faut aimer les gens. Si vous les aimez pas, il faut faire un autre métier. Et j'ai peur que les télévisions soient gérées par des gestionnaires, pas par des gens qui aiment vraiment la télévision, qui aiment les téléspectateurs, qui ont des comptes à rendre au niveau et audience et au niveau pognon. Donc leur souci, c'est pas de faire des choses qui pourraient convenir à des gens. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur représentatif de la télévision et d'un animateur de télévision, c'était Thierry Roland. Thierry Roland était un type formidable, qui était surtout le football, mais il était capable de rendre un match débile, nul, avec des mauvais joueurs. Il le rendait intéressant pendant 1h30 pour une raison très simple. Il aimait le football, il aimait les gens qui venaient dans les stades, il aimait les joueurs de football et il aimait les téléspectateurs qui regardaient un match de foot. À partir du moment où il communiquait ce que les autres aimaient, ça passait tout seul. Et c'est ce qui manque à la radio et c'est ce qui manque à la télévision. Et c'est ce qu'il faut dans les salles de proximité comme nous, c'est ça, des programmateurs qui aiment les gens, qui aiment le public, qui aiment les artistes. C'est sûr. C'est compliqué, mais c'est très compliqué parce que moi je regarde l'évolution sur une 50aine d'années, donc ça va, j'ai quelques références. Il y a toutes ces programmations ou programmateurs ou programmatrices qui ont voulu faire jeune et qui ont branché une certaine catégorie d'artistes, une certaine catégorie de public et qui ont eu une espèce de désaffection pour les autres, ce qui fait que les salles se sont petit à petit, il y a plus de vie, il y avait plus de spectacle. Il y a ceux qui font brancher trop vieux chanteurs, vieilles chanteuses, vieux public. Et ça, c'est chiant parce qu'il n'y a pas de brassage. C'est très compliqué de pouvoir faire un brassage intéressant entre les amateurs, les gens connus, les jeunes, les plus âgés. C'est pas évident. Et il faut vraiment aimer les gens. Vous parliez des jeunes, les jeunes chanteurs qui veulent se lancer, débuter. Vous auriez des conseils à leur donner, peut-être ? Soyez patients. Soyez patients et soyez passionnés. Oui, mais on est toujours passionné. Moi, j'ai pris toujours la phrase qu'Aznavour m'avait dit à mes débuts. J'étais complètement inconnu. Il m'avait dit, je vous aiderai jamais. Donc, ça commence bien. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, mais parce que si vous devez y arriver, vous y arriverez. Alors que si je vous aide, on va fausser le problème. Mais par contre, chaque fois que vous aurez besoin d'un conseil, vous pourrez venir me le demander et venir me voir. C'est ce que j'ai fait plusieurs fois, oui. Il vous a aidé, les conseils qu'il m'a donnés ont toujours été très positifs, oui. Il y a d'autres personnes comme ça qui vous ont marqué durant votre carrière? Oh là là, oui. Il y en a pas beaucoup parce que je suis plutôt quelqu'un qui est renfermé. Je suis un peu ours. Il y a Francis Lemarque qui est personnage exceptionnel. Celui qui avait écrit entre autres à Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui se sourit, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. C'était un bonhomme formidable qui avait fait plein de chansons pour mon temps. J'ai eu Bernard Dimet aussi, qui était un poète extraordinaire, un pote. On a fait plein de cabarets ensemble. Non, il y a eu quelques personnages qui étaient touchants, talentueux et qui m'ont appris des choses, oui. Dans un autre registre, vous êtes également investi dans l'humanitaire, puisque vous avez chanté au profit de l'association Enfants et Santé, qui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer. Comment est-ce que ça s'est fait, ce partenariat? On m'a sollicité, donc j'y suis allé, mais de la même manière, avec plein d'artistes, j'avais monté des tournées pour la lutte contre le cancer dans les années 80, parce que c'était un renvoi d'ascenseur. Si on existe, c'est grâce au public, et dans le public, il y a des gens qui sont malades, comme on a des gens proches de nous qui sont malades, et quand on peut servir de son nom et de son talent pour aller chercher des sous, on y va. Et je voulais également vous poser une autre question, ça a trait à votre héritage familial, puisque votre mère a des origines à la fois russes, polonaises et ukrainiennes. Oui. J'imagine mon père était breton, oui. Breton, donc ça c'est dans un autre genre. Oui, c'est de l'Atlantique à l'Oural, oui. J'imagine que les événements qui se déroulent actuellement en Ukraine vous touchent. Ça me touche, et la seule chose qui me tracasse un petit peu, c'est l'absence de connaissance de l'histoire. L'histoire est une chose qu'on devrait toujours apprendre, quelle que soit
l'incident, quel que soit l'événement catastrophique qui arrive, il faut toujours chercher pourquoi il se passe des choses. Moi, je suis allé... d'abord, on va commencer par ma maman. Ma mère est née à un endroit qui s'appelle toujours Kadlubiska. Ça vous dit rien, mais Kadlubiska, à côté de Lviv, avant, c'était en Pologne. Avant que la guerre n'éclate, c'était en Pologne. Donc, elle est née polonaise, à la proche de l'Ukraine, à Kadlubiska, à Lvov. Aujourd'hui, c'est en Ukraine. C'est Kadlubiska à Lviv. Ça veut dire qu'il s'est passé plein de choses. Il y a Adolphe qui est arrivé, il y a Joseph Staline qui est arrivé, il y a eu des choses terribles qui se sont passées, puis un jour on a dit vous êtes plus polonais, vous êtes ukrainien. Bon, très bien, toute la partie de l'Ukraine à l'ouest, c'est plutôt polonais. Puis il y a d'autres endroits où ils sont ukrainiens mais d'origine un peu moldave. Et puis il y a d'autres endroits ils sont ukrainiens mais d'origine russe, avec beaucoup de Russes qui depuis des décennies, c'est très compliqué à gérer ça. On peut pas arriver d'un claquement de doigts sur un plateau de télé et dire je suis un expert. Moi, je suis pas un expert. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a quand même des millions de gens qui souffrent. Et ça, c'est terrible. Et que l'Ukraine est probablement un des pays, on va pas parler de la corruption qui existe en Ukraine, en Russie et dans plein d'endroits, mais on va parler de la culture. Quand il y avait le régime communiste, quand c'était l'Union soviétique, l'Ukraine était un des endroits où la culture était importante. Les Ukrainiens sont très cultivés, les compétences professionnelles, c'est terrible. C'est un des pays les plus pauvres d'Europe, pour pas dire le plus pauvre d'Europe. C'est-à-dire avec des niveaux d'études et des niveaux de compétences extra, superbes, ils sont obligés d'aller s'expatrier. Vous avez des Ukrainiens, quand quand Vladimir est rentré avec ses Cosaques, il y avait des Ukrainiens qui allaient travailler au Kazakhstan, en Pologne, parce que le niveau de vie est tellement faible. D'après ce que j'ai cru savoir, il y avait 9 millions de personnes qui étaient déjà parties pour travailler, un peu comme les immigrations qu'on a eues depuis des siècles. Et il s'est passé tous ces événements. Et moi, ce qui me secoue un peu, parce que c'est vrai que mes origines ukrainiennes, polonaises, russes, font que ils sont où les efforts pour la paix? Je comprends pas, là. Je suis allé, quand j'étais gosse, je suis allé à Sébastopol. Je suis allé à Yalta. Je suis allé en Ukraine. Je suis allé en Crimée. Je suis allé à Kiev. Et j'avais 12 ans, donc j'ai vu tout ça. Vous pouvez pas imaginer qu'un endroit comme Sébastopol, je sais que l'empereur Napoléon III est allé avec les Anglais filer une rouste au tsar de l'époque. Vous pouvez pas imaginer que cet endroit, qui est l'endroit militaire de la flotte russe soviétique, pouvait un jour devenir un endroit réservé à la flotte de l'OTAN. C'était pas possible. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Non. Il faut se renseigner, il faut se dire où est la paix là-dedans. Moi, c'est la paix qui m'intéresse. Qu'il n'y ait pas des gens qui meurent comme il y en a plein en ce moment et qu'on regarde ça un peu avec une forme de recul en se disant « Oh, il faudrait faire ce qu'il faut. » Il faut faire quoi? Rien. La paix. Chaque fois qu'il y a des mouvements de paix, quelles que soient les options des gens qui défilent en disant « Il faudrait faire la paix », on n'en parle pas. Voilà. J'arrête là mon quart d'heure un peu sérieux parce c'est trop sérieux. On peut pas s'amuser avec des gens qui sont en train de se prendre des bombes sur la gueule parce que il se passe des choses qui nous échappent, parce qu'on connaît pas tout, parce qu'on connaît pas le fondement des choses. Et plus ça va, plus c'est horrible. Puis de la famille de là-bas qui est sur ce territoire. Non, la famille du côté de ma mère. Je suis allé une fois à Moscou. Je suis allé une fois chanter à Moscou. Je suis allé à Moscou, à Leningrad. Enfin bon, je chantais en 3 villes. J'avais emmené ma mère parce que comme elle a été déportée, ses frangines ne les avaient pas vues. Donc quand on est allé là-bas, je l'ai amenée. C'était dans les années 70, donc toujours Union soviétique, et je l'ai amenée comme maquilleuse, habilleuse, parce que sinon elle pouvait pas avoir de visa. Et elle a vu ses frangines qu'elle avait pas vues depuis 40 ans, ouais, un peu plus de 40 ans. Donc ça va. Je suis toujours touché par tout ce qui se passe là-bas. Émouvant, ouais, ce moment. C'était elles avaient toutes des têtes de babouchka et c'était ça. La petite sœur qu'elle avait quittée, enfin quand elle a été déportée, sa petite sœur avait 6 ans et je crois qu'elle avait 40 et quelques. Bon, elles avaient des choses à se dire, quoi. Dans un registre un peu plus léger, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les années à venir? Vous avez des projets Des projets, j'en parle pas parce que de toute façon, quand on en parle trop, ils se réalisent pas. Donc de ce côté-là, je garde ça pour moi. Vivre au jour le jour est plutôt sympathique. Vu les conneries que les uns et les autres sont en train de faire, on sait pas trop ce qui nous prépare. Donc on va toujours se tenir prêt. Mais c'est vrai que avoir des projets, c'est sympa. Ne pas être dupe de ce qui se raconte, c'est pas mal non plus. Et puis, rester debout, c'est l'essentiel, oui. En tout cas, pour vous, l'important, c'est de continuer à aller au contact des gens, dans des salles de proximité, comme Prévert. Mais je crois que je vais en faire de plus en plus parce que il y a énormément de salles qui ont entre 700 et 800, 900 personnes, qui sont des salles de proximité où les spectateurs viennent
parce qu'ils sont à pied ou pas très loin. Et c'est important. Il y a une petite banlieue, il y a une grande banlieue parisienne et il y a énormément de salles en France qui sont à ce format qu'on a un petit peu déserté, quoi. Et vous connaissiez Prévert ? Vous étiez déjà venu ici à Aulnay, à Prévert ? Je me suis posé la question avec mon fils. Je ne sais pas, peut-être, c'est possible. Mais alors, il y a longtemps, vous n'étiez pas né. Non, je ne devais pas encore être là. Ok, en tout cas, merci à tous pour votre présence ici dans Aulnay Podcast. Merci d'être venu, Daniel. Plaisir. On est très honorés. C'est toujours un plaisir de vous entendre et puis aussi de constater que vous maintenez un lien très fort avec un public fidèle. Je crois que la chose la plus essentielle, c'est de ne pas faire semblant d'être. Donc, de ce côté-là, ça va. C'est trop tard pour que je change. Merci en tout cas. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des projets du patrimoine.